Ok, nous pouvons commencer. Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus au webinaire de Livre Canada. Bienvenue à tous. La présentation d'aujourd'hui sera en anglais et prendra à peu près 60 minutes et ceci inclut les questions. Alors après la présentation, nous allons répondre aux questions dans les deux langues officielles à travers la fonction questions-réponses qui est disponible sur votre écran. Sentez-vous libre de publier et de soumettre vos questions tout au long du webinaire. Et nous sommes ravis d'organiser le webinaire d'aujourd'hui pour vous donner une idée sur le secteur du livre aux Philippines, donc les maisons d'édition et les Philippines représentent plusieurs îles, langues et influences, et c'est connu pour sa diversité et son dynamisme. La littérature des Philippines reflète son patrimoine riche et culturel, incluant les traditions autochtones et qui rencontrent les perspectives mondiales. Et je suis ravie de présenter la présentatrice d'aujourd'hui, Andrea Passion Flores, la propriétaire d'une maison d'édition aux Philippines intitulée Mille Flores Publishing. Et elle a aussi, avec la société des droits d'auteur aux Philippines. Alors, bienvenue à vous. On pourra donc commencer. Merci de m'avoir invité. Bonjour à tous. C'est un réel plaisir pour moi et c'est un privilège de vous parler du marché du livre aux Philippines. Et je vais rentrer directement dans le vif du sujet. J'ai reparti la présentation d'aujourd'hui comme suit. Tout d'abord, je vais vous donner quelques faits sur les Philippines et on va parler des données comparatives. Et je vais aussi vous parler des Philippines et le marché de la NAS. Et nous allons par la suite parler du marché philippine. Je vais vous donner un gros plan. On va parler de l'édition de livres au sein des industries créatives et les ventes et valeurs du secteur. Et je vais aussi vous parler des demandes d'ISBN, répartition par catégorie d'ISBN. Et je vais également vous parler des prévisions de la valeur du marché d'ici 2028 et les caractéristiques du lectorat, les statistiques sur les traductions et incitatives au cas où cela vous intéresserait. Et vous allez également remarquer que certaines données que je vais vous donner pourraient être différentes. Et nous demandons des sources, en effet, et je vais vous donner des données qui proviennent de la Bibliothèque nationale du livre des Philippines et il y a des rapports aussi des pays ainsi que des statistiques en ligne. OK, nous allons commencer. Et en effet, les Philippines sont situées où? Au sud est de l'Asie. Et sur la carte, vous pouvez voir le sud-est de l'Asie et les pays asiatiques qui se retrouvent dans l'Association des Nations au sud-est de l'Asie. Et en haut, du côté est, on peut voir, et nous sommes sous le Japon et la Corée, juste proche de l'Australie.
Et il faut passer l'océan Pacifique avant d'arriver en Amérique du Nord. Donc, quelques données rapides sur le pays. Et les Philippines sont réparties en trois groupes d'îles et Luzon. On peut voir l'île en haut et le groupe d'îles au milieu qui font partie de Nesai et la masse terrestre en bas. Et les Philippines, c'est un archipel de 7 641 îles et il y a à peu près 115 millions d'habitants et il y a une superficie de 300 000 kilomètres carrés et la population a à peu près 25 ans. C'est là l'âge moyenne et l'âge moyen de la population et la population en âge de travail va de 15 à 64 ans. Et ceci représente 64% en 2020 et 67% d'ici 2055. Et les Philippines sont classées parmi les pays à revenu moyen inférieur et le taux de croissance prévu du PIB de 2025 est à 5,3% et c'est inférieur aux prévisions de 5,5 à 6,5 vu les événements qui sont déroulés dans le monde entier. Et la prochaine diapo va vous parler un peu plus du marché des Philippines comparé au marché de la NAS. Et je vais principalement faire une référence avec six autres pays de la NAS. Et c'était une maison d'édition ou une maison d'édition à l'étranger qui cherchait à se tourner vers cette partie du monde. Ce serait bon de voir le marché en vertu de la région de la qui est un marché assez diversifié culturellement, car il y a une association, car ils ont une rencontre régulière avec différentes organisations d'édition de livres et une chose à intégrer qui pourrait aussi être intéressant, c'est de voir les Philippines en vertu du marché de la NAS et la distribution. Et c'est un grand marché qui inclut 16 à 17 millions de personnes. Et on voit donc les pays de la NAS. Il y a Brunei, Cambodge, l'Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam. Donc voici l'association des nations du sud-est de l'Asie, mais pour les marchés du livre, pour moi, voici les marchés sur lesquels vous devez vous tourner. Il y a le marché de la Malaisie et il y a des rapports du pays et récemment, les valeurs estimées par pays sont affichées à l'écran. Vous pouvez voir pour la Malaisie, c'est à 1,37 milliard de dollars américains et pour la Thaïlande, c'est à 462,99 millions de dollars américains et pour les Philippines, 220 millions de dollars américains, Singapour, 151,57 millions et pour Indonésie, 133,69 millions et Vietnam, 110,75 millions. Et pour moi, je pense que ces six pays sont les pays avec les marchés les plus importants vers lesquels vous pouvez vous tourner, surtout pour l'Asie-Pacifique et aussi. De façon similaire, l'Indonésie va avoir une conférence sur les pays. Et l'année prochaine et à l'international, les statistiques les plus récentes du IBA qui datent de 2014. Imaginez donc, ce n'est plus à jour et on a dû tirer des informations de différentes sources. Et certains rapports de ces pays ne sont pas disponibles. Par exemple, la Malaisie et les Philippines, Singapour ne rend pas disponible le rapport du pays. Et pour la Thaïlande, c'est venu des associations, ouais, donc de la NAS. OK, OK. Donc,
Ces estimations du IBA semblent très petits et ce sont des estimations du marché de la NAS, mais c'est intéressant quand il s'agit des programmes de classification et c'est en effet les genres d'éléments identifiés par le IBA. IPA et il y a d'autres façons de voir ces pays et on peut voir ces pays en fonction de la population et en Indonésie, il y a la population la plus large, il y a à peu près 300 millions, donc 285,7 millions de personnes, vous pouvez voir. Et il y a le Vietnam, les Philippines qui sont à 16,8 et le Vietnam à 101,6. Et après, il y a la Thaïlande à 71,6 et la Malaisie à 36 millions. Et en sixième position, Singapour à 5,9 millions. Et vous pouvez aussi voir ceci, voir ce groupe de pays par nombre de titres publiés chaque année. Et le premier pays en tête de liste, c'est l'Indonésie avec 107 000 titres et ça date de 2023, ces données. Donc, il y a plusieurs titres qui sont en cours de traduction. Et après l'Indonésie, il y a les Philippines et le Vietnam. Et la plupart des livres sont en cours de traduction. Et il y a eu plusieurs titres aussi. Et pour finir, il y a Singapour avec à peu près 26 000 titres. Et c'est très important car en première position, c'est l'Indonésie. Après, il y a le Vietnam, suivi de Singapour et Malaisie, qui est en quatrième position. Donc, 22 753 livres et suivi de la Thaïlande qui est presque 18 225 livres au titre et ça date de 2021. Et après, il y a les Philippines à 13 000 titres. Et je vous ai déjà parlé de la classification des valeurs du secteur en dollars américains. Il y a la Malaisie à 1,37 milliard. Et après, c'est suivi de Thaïlande et des autres pays. OK, parlons donc du marché ou du secteur philippine. Et ici, les industries créatives aux Philippines ont une valeur de 1,7 billion. Donc, 30,1 milliards en dollars américains. Et ceci, y contribue à peu près quoi? 6,9, à peu près 7% du PIB. Et ceci date de 2023. Ce sont les données de l'autorité des statistiques des Philippines de 2023. Et oui, nous espérons que les Philippines, quand il s'agit de son industrie, a pu sortir la tête de l'eau après la pandémie vis-à-vis de la distribution qu'on voit en ce moment. Et aussi, il y a des contributions par secteur. On va voir la plus grande contribution qui vient de certains secteurs. Donc, les vêtements traditionnels, donc, le secteur d'expression traditionnelle, des souvenirs et des choses ou des éléments qui ont été créés et qui démontrent une expression de la culture traditionnelle et qui génèrent une attention. On peut voir ce qui est là. Et peut-être il y a les services d'impression aussi, les DVD ou les livres
sont inclus, par exemple, pour l'impression traditionnelle, les différents secteurs. Il y a, il y a les activités de publication et d'impression. Et ça représente en effet 4,2% des services d'édition et d'impression, soit environ 1,26 milliard en dollars américains. Et c'est un bon pourcentage de l'industrie. Donc, c'est 1,72 billion. OK. Donc, qui sont ces gens qui se retrouvent dans le secteur du livre, par exemple, et il y a les auteurs et autres. C'est pas nécessaire de s'inscrire auprès des organismes gouvernementaux pour être appelé partie prenante ou intervenant, mais il faut en effet s'inscrire si vous désirez ou si la personne souhaiterait recevoir des subventions ou des incitatifs. Et c'est la raison pour laquelle les gens s'inscrivent et c'est pas juste les maisons d'édition qui s'inscrivent ou qui s'enregistrent. Il y a également des auteurs, des illustrateurs, des graphic designers, des concepteurs, car ils reçoivent des incitatifs des organismes gouvernementaux. Et Et voici les données de 2024. Donc, et vous verrez ici aussi le nombre d'éditeurs actifs inscrits et vous verrez une augmentation générique vis-à-vis le nombre d'éditeurs. Surtout pour, il y a un écart ou un saut énorme entre 2020 et 2025. Il y a eu le plus grand nombre d'éditeurs qui subitement se sont inscrits. Nous avons aussi récemment vu plusieurs éditeurs qui sont indépendants et ils se considéraient d'abord comme éditeurs vu qu'ils ont publié leurs propres livres et après, on a vu d'autres. Et on a vu une tendance d'augmentation, de croissance. Il y a eu une partie, mais on espère qu'il y aura une augmentation supplémentaire d'ici la fin de l'année, car de 2024 à 2025, il n'y a pas eu une augmentation flagrante, surtout vis-à-vis du nombre d'éditeurs. Et selon le Conseil national du livre, donc on voit que les données sont assez exactes. Les ventes totales de l'industrie équivalent à 13 millions ou milliards. Ça, c'est selon la monnaie des Philippines. Et on voit qu'il y avait les livres vendus et les livres de commerce, les livres scolaires. Et pour les livres de commerce, c'était à 30% et les livres scolaires, c'était à 70%. Et on a vu que les ventes de manuels scolaires étaient à 168,5 millions en dollars américains et les ventes au grand public à 72,25 millions américains. Et c'est intéressant car les estimations pour le commerce sont reflétées dans les données de l'autorité des statistiques des Philippines et c'est en effet l'autorité qui représente les chiffres et généralement c'est aux alentours de 4,2% vis-à-vis les contributions pour le PIB. Et c'est très rapproché
des ventes, surtout pour les éditeurs. Mais ce qui a été remarqué est que la vente de manuels scolaires n'est pas reflétée dans ces statistiques officielles et peut-être c'est dû à quoi? À la matrice utilisée et peut-être ça touche les revenus peut-être obtenus. Il y a des sources autres que le gouvernement, mais en effet, on voit un double ou presque un triple. Et les ventes de livres au public n'ont pas été inclus dans ces données. OK. Et lorsqu'on voit le total des ventes des éditeurs inscrits auprès du NBDB. On voit les inscriptions et les demandes en vertu des données qui incluent les états financiers de tous les éditeurs. Ceci voudrait dire qu'ils couvrent probablement la plupart ou pas, ou peut-être tous les éditeurs inscrits et reconnus ou qui respectent les procédures. Et pour moi, c'est probablement ceux qui sont les organismes les plus en qui la population pourrait faire confiance. Et on voit les éditeurs inscrits, on peut voir qu'il y a de la croissance à part pour 2019 et 2020. Et on peut comprendre que c'est dû à la pandémie. Et après, il y a eu un saut dû à l'année négative due à la pandémie, donc 2020. Et après, il y a cette augmentation de l'année précédente. C'est passé de 247 en 2022 à 241 en 2023. Donc, il y a une diminution. Et si on vérifie 2015, l'industrie n'atteignait pas encore les niveaux. Et on a vu que, en dépit des augmentations des livres, l'industrie n'est pas encore retournée ou le secteur n'est pas encore retourné aux données de 2015. Et une différence, surtout pour les inscriptions. Ils ont dit que les besoins de 2020 de l'industrie étaient à 220, mais en effet, ça ne devrait pas dater de 2019. De toutes les façons, là, ce sont les données officielles de l'organisme. Et cette diapo parle un peu des valeurs des importations et d'exportations des livres. Et comme vous pouvez le voir, juste en regardant l'importation, donc la colonne d'importation à la fin, on voit que les Philippines importent plus de livres comparé à exporter. Et la plupart des données approchent les 90. 2024, c'était à 95,71%, 74%. Pour le commerce, les importations, on voit les exportations à 44 millions
Et pour les exportations, c'était en dessous. Et pour le nombre de livres, c'est à peu près quoi, 24 pour chaque 24 livres, il y a un livre qui est exporté. Et pour chaque 24 livres importés, il y a un livre qui est exporté. Et la raison pour laquelle ces données se produisent est toujours indéterminée et on voit des suspicions. On tout peut être importé, mais c'est plus difficile d'exporter quelque chose à l'extérieur ou vers l'extérieur des Philippines. Par exemple, il y a des entreprises qui préfèrent créer des plantes dans d'autres pays au lieu d'exporter. Donc, peut-être la chaîne d'approvisionnement devrait être revue. Donc, quand il s'agit de la valeur des gains, surtout pour les éditeurs inscrits auprès de la NBDP, il y a une augmentation stable. Par exemple, en 2020, il y a eu une diminution. Oui, c'était dû à la pandémie, mais la valeur n'a pas encore été atteinte et il y a une croissance assez stable. Et pour les éditeurs, et en ce moment, il y a une valeur de 241,46. OK, j'aimerais vous parler un peu du nombre de demandes d'ISBN par année. Vous pouvez inscrire ces informations et les ISBN ou ISBN sont octroyés ou attribués par la Bibliothèque nationale. Il y a eu une augmentation assez stable, surtout vis-à-vis la production ou la publication des titres et des livres aux Philippines. Et on a vu une augmentation en 2021, surtout vis-à-vis du taux de croissance. Donc, quand le monde a commencé à se rétablir tout doucement de la COVID, il y a eu une augmentation d'à peu près 50% dans la production des livres et les Philippines ont maintenu cette croissance de façon stable. Et en 2024, il y a eu une augmentation de plus de 26%. Et on peut voir la prochaine diapo. Vous pouvez voir ce graphique. Donc, l'augmentation, il y a eu une augmentation de 9 497 en 2021. Et après, il y a eu une augmentation en 2024. C'est peut-être dû au fait qu'on était l'invité d'honneur à Francfort et les gens étaient excités de produire davantage. OK. Si on répartit les demandes de ISBN par catégorie, nous verrons qu'il y a une croissance importante à travers toutes les catégories. Donc, que ce soit les livres pour enfants ou les livres jeunesse ou les manuels scolaires ou les livres vendus au grand public, on peut voir 4788 et c'est passé de 2023 à 2024 et maintenant en 2024 c'était à 6853 et pour la catégorie de livres enfants, il y a eu une croissance aussi, c'est passé de 1215 à 1743 en 2024. Et pour ce qui a trait à la croissance, on voit aussi une croissance dans les livres offerts au public. C'est passé de 4297 à 4422. Et l'augmentation pour les livres d'enfants et les manuels scolaires est attribuée au ministère de l'Éducation.
vu qu'ils ont acheté, en plus c'est des livres, des ressources d'apprentissage supplémentaires. Donc, les livres qui ne sont pas nécessairement des manuels scolaires et ils ont acheté ces livres pour une raison que je vais mentionner sous peu. Et si on voit les inscriptions ou le nombre de demandes par région, vous verrez que dans la région de la capitale nationale, on voit que c'est plus grand. Dans la ville de Manila, on voit c'est aux alentours de 14, 15 ou une municipalité. C'est à peu près une population de 12 à 15 millions. Donc, il y a la constitution du plus grand nombre d'éditeurs dans la région qui reflète aussi le nombre grand, surtout pour le pourcentage le plus élevé. Et il y a entre 4 il y a la région 4 et la région 7 et vous verrez ça dans la NCR. Et il y a Lausanne et on voit le plus grand aux Philippines et la région 7, 1207 et on voit les îles. Et les autres ne touchent même pas plus de 1000. Et voici les données d'ici. Et on parle de plus de 13 000. Vous pouvez voir ici la disparité des demandes et d'enregistrement d'ISBN dans chaque région. C'est également le centre des finances et de l'économie, bien sûr. Mais puisqu'il y a une grande demande des développeurs immobiliers dans la grande région de Mané, eh bien, les développeurs doivent euh, s- se tourner vers d'autres régions. Donc, souhaitons-le, des éditeurs seront les éditeurs seront davantage présents dans d'autres euh, régions et non seulement dans la grande région de Manille. Maintenant, les formats. Vous verrez que les plus grandes demandes d'ISBN viennent de livres de format broché, reliure mécanique. Vous voyez les chiffres de 2023 et 2024. Et les publications brochées, par exemple, sont différentes. Nous avons également les formats PDF en lecture seule. Donc, à part le format EPUB, on constate qu'il y a une prolifération de PDF en lecture seule. Et il y a encore beaucoup de formats EVR également. Comme vous le voyez. Donc, il y a peu de livres audio qui ont un titre qui sont représentés dans les demandes d'ISBN. Nous ne sommes donc pas un marché de livres audio. Maintenant, le nombre de demandes d'ISBN par langue. La langue prédominante est l'anglais. La langue officielle, les langues officielles donc aux Philippines sont le philippin et l'anglais. Donc c'est pourquoi il y a un grand nombre de publications dans ces langues.
Il y a une croissance, par contre, euh, dans ces deux langues. Et il y a également des titres qui sont publiés dans des langues régionales également. Selon les sources, les Philippines ont entre 130 et 180 langues. Ce est plus d'1 million de Philippins parlent une de ces langues régionales. Donc, ce sont les langues où il y a un marché d'intérêt. De plus, il est à noter que beaucoup de Philippins qui achètent des livres peuvent lire en anglais et en philippin. L'anglais peut être vu comme une langue compétitive en termes de droit. Plusieurs livres américains sont disponibles aux Philippines et peu d'éditeurs sont intéressés à publier dans des langues régionales, par exemple. Maintenant, voici un graphique. Vous voyez ici qu'il y a beaucoup de livres publiés en anglais. Ici, vous avez les principaux éditeurs qui ont demandé un ISBN. Je peux vous dire ce que ça m'évoque quand on voit cette information. Par exemple, le premier éditeur qui a le plus grand nombre de demandes d'ISBN est Eight Letters Bookstore et cette maison d'édition offre des services aux auteurs et ils ont donc un grand nombre de demandes d'ISBN. Il en va de même pour le deuxième éditeur, Planet Book Publishing House, qui est également très en demande. Eight Letters a un petit service d'imprimerie également, donc c'est nouveau, une nouvelle initiative. C'est un institut donc qui publie ses propres études. C'est très niché comme façon de faire. Et il y a CAE, Central Book Supply, etc. Il y a Shirley Phoenix Publishing House également, puis l'Ampara, qui se concentre sur la littérature jeunesse. Puis il y a des ressources de lecture supplémentaires. Ensuite, les autres demandes d'ISBN sont pour des manuels scolaires. Par exemple, SIB, Central Book, Phoenix Publishing est géré par une famille. Central Book Supply est un POD, à l'exception de leurs livres de droit. Voilà. Maintenant, j'aimerais parler du phénomène relié au ministère de l'Éducation et l'achat de livres. Donc, c'est une bonne nouvelle, je pense, pour le monde de l'édition.
Et c'est une réponse au score du PISA, donc une évaluation des étudiants à l'international. Donc, et les Philippines ont obtenu un résultat très bas. C'est la première fois que les Philippines participaient à cela. Donc, nous sommes en 77 en maths, en mathématiques et 81e par rapport aux sciences. Puis, la deuxième année que les Philippines ont participé, c'était tout de suite après la pandémie et nous avons connu un très, très long confinement. Ainsi, les étudiants ont très peu appris. Ils devaient apprendre par eux-mêmes. Ainsi, le résultat des Philippines était plus bas que, était le plus bas parmi les pays de l'OCDE. Donc, pour la lecture, les mathématiques et les sciences. Ces résultats ont donc mené le ministère de l'Éducation à effectuer des changements et ça a mené à l'achat de livres scolaires du secteur privé. Ce n'était pas nécessairement les livres de meilleure qualité parce que l'appel d'offres misait sur les prix les plus bas, mais euh, toutefois, on accumule davantage de livres scolaires, des nouvelles, des livres pour enfants. On commence à accumuler également au sein du système de l'éducation des livres de différentes maisons d'édition. Ça a débuté en 2024, je crois, et le gouvernement fait croître le budget alloué. Le plan, le plan d'approvisionnement va s'étendre jusqu'en 2028. Donc, ce sont les prévisions par rapport à cette administration. Les mandats présidentiels sont de 6 ans. Donc, ce sont les prédictions pour cette administration en particulier. Donc, voici le plan du ministère de l'Éducation, sans compter 2025. Donc, c'est déjà mis en place pour cette année. À part le budget pour les livres scolaires, il y a un budget alloué pour les SOR, par exemple. Ici, vous voyez donc 2020, à partir de 2025. Donc, GAA indique l'approvisionnement approuvé par le gouvernement. Il y a une croissance constante du côté de l'approvisionnement et avec les SLR, donc qui sont des livres non scolaires, de la fiction, de la non-fiction. C'est idéalement relié au curriculum scolaire, mais ça ne s'y limite pas. Donc, on s'approvisionne, on achète toutes sortes de livres pour de l'éducation de base, donc de la maternelle jusqu'à la 12e année. Ici, vous voyez les différents chiffres à l'écran. La proposition de 2026 est de 6 milliards pour les manuels scolaires et guides pédagogiques, par exemple. Et il y a également un montant alloué pour les livres non scolaires. Ainsi, les jeunes
les élèves ont accès à différents contenus pour approfondir leur apprentissage et bien sûr pour se préparer avant le prochain examen. Et ça peut être aussi euh, de la lecture simplement ludique. Ensuite, cela va augmenter les ventes de l'industrie environ 170 millions de dollars américains et on parle d'environ 220 millions de dollars. Et vous voyez donc ici les projections en 2026. Et vous voyez ainsi les différentes projections pour 2027 et 2028. Et vous, comme vous le constatez, par exemple en 2027 et en 2028, il n'y aura pas d'approvisionnement dans certaines catégories pour, par exemple, les livres scolaires et pour les livres pour enseignants. Le léger succès est en partie alloué au fait qu'il n'y aura pas d'approvisionnement de montant prévu. Voilà. C'est la croissance prévue. Vous voyez ici la croissance de l'industrie prévue jusqu'en 2028. Nous, ve- nous voyons une croissance, même au-delà de l'administration actuelle. La- L'industrie va croître grâce à de nouveaux titres, par exemple, grâce à de nouveaux permis d'approvisionnement et, selon les besoins du ministère de l'Éducation également. Donc, nous espérons que ça continuera en 2028 et au-delà de 2028. Maintenant, j'aimerais vous parler des habitudes de lecture des Philippins. C'est basé sur une enquête auprès des lecteurs de 2023. Je dois vous dire que j'étais la directrice exécutive du Conseil national pour le développement du livre pendant un certain nombre d'années. À l'époque, le président que je connaissais était celui qui était la personne qui a demandé est-ce qu'il y a un sondage. Quand on regarde les chiffres, en 2017, on voit qu'il y a une aberration. Et c'était parce qu'une différente compagnie se chargeait de compiler les statistiques. Donc, le directeur exécutif et le président seront de cette organisation, seront à Francfort. Peut-être que vous pourrez les rencontrer. Ici, donc, vous voyez les différentes données de 2003, 2007, 2012, etc., jusqu'en 2023. Des méthodologies différentes ont été utilisées. Donc, on voit les différences entre 2003 et 2023, c'est clairement montré. Et on voit une certaine tendance de lecture de livres non scolaires. Donc,
Si on le compare avec la méthodologie de 2016, il y a une grande diminution. 2017, il y a une grande diminution, mais il y a néanmoins une constance de 2003, 2007 et 2012. Donc, 42% des Philippins adultes lisent des livres non scolaires. En 2012, 54% des adultes philippins lisaient des livres. Ce qui est intéressant de ces chiffres, eh bien, c'est que nous pouvons aussi mesurer les lecteurs chez les enfants. Les années précédentes, peut-être un sondage basé sur qui était relié aux élections. Comme vous le voyez, il y a deux sondages différents en 2023, donc un pour les enfants et un pour les adultes. On ne peut pas vraiment conclure qu'il y ait une tendance, mais toutefois, on observe qu'il y a un déclin chez les adultes. Donc, qu'est-ce que les enfants et les adultes philippins lisent? Eh bien, le livre numéro un est la Bible. Ils disent qu'ils lisent la Bible, donc c'est 55% et 42% en 2023. Les adultes qui disaient qu'ils lisaient euh, des livres, donc, et 64% d'entre eux lisaient la Bible. Il y a les livres d'histoire pour enfants. Ensuite, la santé, le bien-être, la médecine, la planification familiale, l'éducation des enfants, les histoires courtes pour enfants, les histoires d'amour, de romance, la nourriture, les lits de cuisine, les boissons, l'art culinaire. Ensuite, les romans graphiques, les bandes dessinées. Si on regarde 2003, 2017, 2012, 2017 et 2023, on constate une croissance par rapport à la lecture de bande dessinée. On est passé de zéro en 2003 et nous sommes arrivés à 26% en 2007. À l'époque, très peu de gens lisaient les bandes dessinées. Ensuite, il y a eu un déclin en 2012, puis il y a une reprise en 2017. Donc, c'est un sondage. Le sondage de 2017 est légèrement différent, mais la méthodologie a été utilisée était similaire, néanmoins. Ensuite, les autres styles, les histoires courtes et les nouvelles pour jeunes adultes. Nous, quand on regarde cette démographie, eh bien, on voit qu'il y a un certain marché. Il y a le crime, le suspense et les histoires de vampires. Le développement personnel, la poésie. La poésie est élevée. Le, les livres de crime, des intrigues de détectives. Et puis les énigmes, les proverbes et la littérature folklorique. Maintenant, la façon dont les gens ont accès à ces livres. Donc, les gens achètent encore des livres, c'est une bonne nouvelle.
Il y a ce sont des copies avec permis. Il y a un système de gestion d'apprentissage qui aide dans ce sens. Ça peut être des livres à reliure ou non. Il peut y avoir également des abonnements ou alors c'est gratuit. La section en bleu montre comment les livres sont obtenus. En rouge, nous avons un petit chiffre de livres qui sans permis et qui ne sont pas payés. Ça peut être un abonnement gratuit. Il y a bien sûr la Bible. Il y a le Coran également. Je pense que le Coran est offert gratuitement, donc il y a un grand nombre de copies du Coran disponibles. Il y a des groupes également aux Philippines qui offrent des Bibles gratuitement. Et il y a à peu près 10% de groupes des copies viennent de livres religieux de d'autres dénominations. Ici, nous avons le lectorat depuis les 12 derniers mois. Ici, en 2023, vous voyez que 64% des répondants en 2023 ont lu la Bible. Quant aux autres genres, les histoires courtes pour enfants, la romance, les livres d'amour, en fait, sont élevés. Wattpad et s- ces itérations sont très populaires aux Philippines, surtout si c'est écrit par des célébrités, donc ceux-là obtiennent un résultat élevé. Mais je voulais vous montrer donc que le plus populaire demeure la Bible. Il y a aussi les livres illustrés, les livres pour enfants. Ils sont également lus par les adultes. Les histoires courtes pour enfants, la romance, et voilà. Très bien. Comment ces livres sont accessibles pour les adultes philippins? Donc, c'est pour les adultes seulement. Donc, ils achètent les copies, c'est une bonne chose. Et la Bible demeure l'ouvrage le plus acheté. Il y a, il y a peu de livres audio. Voilà. Maintenant, les différents formats. Donc, les adultes autant que les enfants préfèrent les livres imprimés. 65% des lecteurs préfèrent le format imprimé. Si on regarde les tranches d'âge, 70% des 8 à 11 ans préfèrent les livres imprimés, les 12 à 15 ans, 62%. Chez les 16 à 17 ans, 60%, puis pour les adultes, on parle de 56%.
Et alors que les personnes vieillissent, par exemple de 45 à 54 ans ou 55 à 64 ans, on voit que c'est de plus en plus qu'il y a une préférence marquée pour les livres imprimés. Pour les livres éducatifs, maintenant, nous voyons que les livres imprimés ont encore la popularité. 60% préfèrent l'imprimé pour les adultes. La préférence est marquée vers les livres imprimés également. Donc, plus les personnes sont éduquées, plus ils vont opter pour des formats numériques. Certains vont quand même préférer l'imprimé. Désolée de vous interrompre, Andrea. Il nous reste à peu près 5 minutes pour conclure, mais j'aimerais tous vous rappeler que c'est enregistré et ce sera disponible sur notre site web. Donc, si vous devez quitter maintenant, si vous avez d'autres obligations, vous pouvez m'envoyer un courriel après la séance et je pourrai vous transférer l'enregistrement lorsque disponible. Si vous avez des questions par rapport à la séance, vous pouvez me contacter par courriel et je vais laisser Andrea conclure. Alors, combien ça coûte? Et les dollars coûtent à peu près quoi? 57, 55 pesos. Et vous avez quoi? Un petit 2 dollars pour plus de personnes afin de permettre d'acheter davantage. Mais pour ceux avec un revenu élevé, ils n'auront pas de problème à acheter des livres plus chers. Où est-ce que vous pouvez trouver des livres imprimés, à part Brick and Mortar? Plusieurs personnes achètent leurs livres sur des plateformes de vente en ligne telles que Shopee, Laz, des sites web des éditeurs ou des maisons d'édition. Et aux Philippines, le contenu a été traduit et une bonne partie sont des livres fiction et non-fiction. Voici les langues qui ont été traduites, surtout pour le contenu. Il y a des livres philippines qui ont été traduits. Il y a des traductions si cela vous intéresse. Car aux Philippines, il y a un programme de subvention pour la traduction qui est fantastique. Et si jamais vous souhaitez scanner le code QR pour plus de détails, je pense que voici la subvention totale pour la traduction et le dernier cycle de cette année est le 13 novembre. Et vous pouvez voir donc comment répondre et vous pouvez voir aussi comment voir des éditeurs à Francfort pour essayer de consulter certains livres des Philippines. Oui, c'est tout pour moi. Est-ce que je peux cesser de partager mon écran? Oui, sentez-vous libre d'arrêter le partage. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup, Andrea. Et je n'ai pas vu des questions publiées tout au long de la présentation ou à travers la fonction questions-réponses. Mais comme je l'ai dit, si jamais vous souhaitez poser des questions à Andrea, sentez-vous libre de m'envoyer un courriel. Et nous avons également les diapos qui sont disponibles en anglais et en français si jamais vous souhaitez revoir les renseignements qui ont été partagés ici après. Alors, merci à tous. Merci, Andrea. Et oui, bienvenue. Merci pour la présentation assez complète et détaillée.
Merci, merci beaucoup. Et je vais conclure pour vous permettre d'aller dîner et de profiter du reste de votre journée. Oui, maintenant, la séance tire à sa fin. Et merci à Andrea de nous avoir donné un aperçu excellent des opportunités et des défis du marché ou du secteur des Philippines. Merci aussi aux interprètes d'avoir fourni un service très important pour nous aujourd'hui. Et pour finir, le dernier, mais pas le moindre, merci à vous tous d'avoir été avec nous. Et merci aussi à Canada Export et le Canada Book Fund d'avoir contribué à l'organisation de cet événement. Merci beaucoup et à la prochaine.